Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le nouveau président bisso-guinéen Umaro Sissoco Embalo a annoncé par décret lundi 11 mai une révision constitutionnelle, allant ainsi dans le sens des recommandations faites par la CEDEAO, un enjeu pour le pays victime de crises politiques à répétition. En Éthiopie, malgré le report officiel des élections générales en raison de la pandémie du Covid-19, la région du Tigré veut maintenir le scrutin qui devait se tenir le 29 août 2020. Le Front de libération du peuple tigré accuse notamment le Premier ministre Abiy Ahmed d'utiliser la crise sanitaire pour repousser une échéance électorale qui lui serait défavorable. Et puis au Togo, la crise liée au Covid-19 a durement affecté l'économie, notamment les entreprises. Plus de 92% des entreprises du secteur privé ont vu leur chiffre d'affaires se replier entre février et mars 2020, d'après une étude menée par la Chambre du commerce et d'industrie. Mais tout d'abord, maintenu en détention provisoire dans le cadre de son procès pour détournement de fonds publics, Vital Kamerhe a été remplacé ce mardi 12 mai de son poste de directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi par son adjoint, le professeur Désiré Kashmir Kolongele. Décision annoncée par le porte-parole du président Kasongo Mwema à la télévision nationale. Désiré Kashmir Kolongele assure à ce poste en tant qu'intérimaire, Vital Kamerhe n'ayant pas démissionné de sa fonction et n'ayant pas été formellement révoqué par la présidence. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo amorce la révision de la Constitution. Le 11 mai, il a signé un décret portant création d'une commission chargée de faire des propositions dans le cadre de la révision de la loi fondamentale en vigueur depuis l'indépendance. Selon le dit décret, cette commission aura 90 jours pour soumettre ses propositions. Le texte issu des travaux sera soumis au référendum pour approbation dans les 6 prochains mois. Philomentine. Établir une constitution bien adaptée aux défis du moment afin d'apporter un système de gouvernement qui colle mieux aux réalités socioculturelles et qui contribue également à garantir la stabilité au niveau du fonctionnement des institutions en Guinée-Bissau. Tel est le projet du nouveau président Umaro Sissoco Embalo. Il veut ainsi se conformer aux recommandations faites par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Changer la constitution n'est pas mal en soi, puisque ce qui lui permettrait de diriger ce pays, c'est d'avoir tous les leviers du pouvoir entre ses mains. La constitution que nous avons n'est pas très claire, elle est très floue. Il faut faire des rectifications ponctuelles sur certains articles qui laissent beaucoup de doutes et de confusion dans la tête des gens. Ce projet de révision constitutionnelle en Guinée-Bissau mérite d'être adopté par consensus selon l'avis de certains constitutionnalistes du pays. Pour d'autres, il est nécessaire que la future constitution soit bien structurée et qu'elle vienne rectifier l'actuelle pleine de lacunes. Le régime semi-présidentiel n'arrange pas le pays. Voilà ce qui fait que Umaro a besoin de faire un correctif, soit d'adopter la nouvelle constitution qui est calquée sur le régime présidentialiste, ou apporter des solutions ou des correctifs qui lui permettent de conserver tous les leviers du pouvoir entre ses mains et de diriger tranquillement. Pour rappel, la CEDEAO avait recommandé au président Umaro Sissoco Embalo d'engager immédiatement la réforme relative à une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum dans 6 mois. Avec pour argument le vide juridique qui encadre la tenue des élections en cas de crise sanitaire. En Éthiopie, le Front de libération des peuples du Tigré veut maintenir l'organisation des élections générales dans sa région à la date du 29 août. Marquant sa désapprobation, le gouvernement a décidé de mettre en place un comité en charge de l'examen constitutionnel du report des élections générales en Éthiopie. Les précisions de Nathalie Mo. Les autorités de la région du Tigré en Éthiopie viennent d'annoncer qu'elles organiseraient des élections générales le 29 août 2020, scrutin pourtant prorogé par la commission électorale depuis la survenue de la pandémie de coronavirus dans le pays. Des observateurs analysent cette décision du Tigré comme une entorse à la fragile cohésion entre l'État central et les États régionaux.
La position du Tigré quant à l'organisation de ces élections peut briser les espoirs d'une pacification de la sphère politique éthiopienne, souvent fragmentée sous la logique ethnique. Aussi, le Tigré connaît une forme de marginalisation à l'endroit de ses principaux cadres, évincés des institutions judiciaires et militaires. Le Front de libération des peuples du Tigré estime que le report des élections est anticonstitutionnel, admettant que la constitution de l'Éthiopie ne prévoit pas de dispositions pouvant guider la tenue des élections dans un contexte de crise sanitaire. Le Premier ministre Abiy Ahmed a promulgué la mise en place d'un conseil d'enquête constitutionnel pour examiner l'interprétation constitutionnelle du report des élections générales. La constitution éthiopienne prévoit d'organiser les élections au plus tard un mois avant la fin de l'actuelle législature, c'est-à-dire en début septembre. Le Conseil aura pour mission de fixer une date qui puisse arranger l'ensemble des acteurs. En Éthiopie, la législature actuelle prendra fin en octobre 2020. Plus de 140 partis politiques se disputeront 547 sièges au Parlement lors des élections. Pour l'heure, aucun nouveau calendrier pour la tenue des élections générales n'a encore été annoncé. Nouveau rebondissement dans l'affaire opposant Isabel dos Santos et le gouvernement angolais. La milliardaire et fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos, dont les actifs ont été saisis en Angola et au Portugal, dans le cadre de l'enquête ouverte par Luanda pour détournement de fonds publics, accuse les autorités d'avoir falsifié les preuves. Elle évoque notamment en faux passeport des allégations qualifiées de plaisanterie par les autorités de Luanda, qui affirme que le document indexé a précisément fait l'objet d'une enquête pour vérifier son authenticité. La crise économique s'accentue avec la pandémie du coronavirus au Togo. Une enquête diligentée par la Chambre de commerce et d'industrie sur un échantillon de plus de 1000 entreprises du secteur privé a révélé que 92% des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires baisser entre février et mars 2020. Le point sur la situation au Togo dans ce reportage de notre correspondante Emifa Kofi. D'après la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, les impacts liés au coronavirus sont bien réels sur l'ensemble du territoire. Plus de 92% des entreprises du secteur privé ont vu leur chiffre d'affaires se replier entre février et mars 2020. Réalité découlant de l'enquête menée par la dite Chambre sur un échantillon de 1084 entreprises opérant dans ce secteur. Lorsqu'on regarde un peu la situation économique, notamment à Lomé et un peu partout dans le pays, l'activité économique a baissé autour de 50%. Et donc c'est 50% de perte de chiffre d'affaires pour les entreprises. Cette crise, aussi longtemps qu'on ne va pas atteindre le pic, les entreprises privées vont continuer par en souffrir. Les questions de chiffre d'affaires, d'emploi vont créer plus de difficultés à toute l'économie togolaise. Malgré les difficultés, plusieurs entreprises continuent de faire vivre le secteur privé et 62% d'entre elles ont pour l'heure pu garder la totalité de leurs salariés. 53,8% ont opté pour le travail à temps partiel. 24,6% ont préféré un arrêt temporaire de leurs activités. 21,3% pour la mise au chômage technique des employés et 13,3% pour la baisse de leur production. L'État doit pouvoir venir au secours à ces entreprises-là par des mesures d'allègement fiscal, par exemple. Ensuite, il faut voir au niveau des banques commerciales auprès desquelles ces entreprises ont contracté du crédit. Il faut aller vers un moratoire, rééchelonner ces dettes-là ou bien ces créances pour permettre à ces entreprises privées de souffler un temps soit peu. Même si le secteur privé semble afficher une certaine résilience, il sera de plus en plus vulnérable. 92% des entreprises du privé ne pourront pas rembourser les prêts contractés selon la Chambre de commerce, ni même verser les salaires à leurs employés pour 84% d'entre elles. De son côté, le Tchad veut réduire l'impact de la crise sociale et économique qui prévaut actuellement sous fond de pandémie du Covid-19. Le gouvernement a ainsi mis en place un fonds de l'entrepreneuriat d'un montant de 30 milliards de francs CFA. Objectif, soutenir les projets des jeunes et des femmes à l'auto-emploi. Une initiative saluée par les députés qui ont adopté à l'unanimité ce projet qui offre des garanties de financement aux entrepreneurs. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nelly Ebessa.
Le Tchad va atténuer les effets de la crise économique et sociale de Covid-19 sur les couches vulnérables. Le projet de loi de la création d'un fonds de l'entrepreneuriat dédié aux jeunes a été adopté à l'unanimité ce lundi 11 mai par l'Assemblée nationale. Ce fonds, estimé à hauteur de 30 milliards de francs CFA, implique la garantie et le cofinancement de l'État sur la base d'une convention signée entre le gouvernement et les banques. Il s'agit d'un fonds, d'un instrument de garantie qui vise à proposer des garanties en faveur des jeunes qui parfois et souvent n'en ont pas, et en même temps qui permet de transformer les ressources courtes des banques en ressources longues, pouvant permettre aux jeunes d'investir et d'avoir des financements de plus long terme. Les banques sont tenues d'appliquer les mêmes règles en dehors de la question des garanties que les prêts ordinaires ou bien les prêts classiques qu'elles font aux entrepreneurs. Selon le ministre des Finances et du Budget, la création de ce fonds est la concrétisation de l'une des plus importantes promesses du chef de l'État, Idriss Déby Itno, au bénéfice de la jeunesse. Une initiative saluée par les députés qui estiment que ce fonds permet l'octroi et la gestion des crédits directement par les banques sous la garantie de l'État. Chaque postulant doit remplir un certain nombre de critères. Il est redevable vis-à-vis de la banque, donc s'il ne paye pas, la banque pourra, dans les conditions régulières, le poursuivre pour qu'il puisse rembourser son argent. Donc je pense qu'il y a plus de garanties et il y aura plus de traçabilité dans ce qui va se passer. Donc c'est ça ce qui nous rassure. Pour rappel, ce fonds est créé par le gouvernement conformément aux mesures sociales et économiques avancées par le chef de l'État pour faire face à la pandémie de Covid-19 et en réponse aux recommandations du Forum national de la jeunesse tenu en septembre 2018. Dans l'actualité également, la Guinée et le Mali traversent actuellement une période noire en raison d'une série de manifestations anti-confinement. 7 personnes ont été tuées ce 12 mai à Conakry et dans le nord-ouest de la Guinée lors de heurts avec les forces de l'ordre liés à des barrages routiers contre le coronavirus et aux coupures d'électricité. Au Mali, on fait état de violents affrontements entre forces de l'ordre et population à Caille, de violents échanges qui avaient pour origine l'homicide par un policier d'un jeune de 18 ans. Un bilan non officiel fait état d'au moins 3 morts et plusieurs blessés, dont certains grièvement. La colère et la frustration des populations après les mesures de confinement et les restrictions de circulation prises pour lutter contre le coronavirus se manifestent de plus en plus violemment. Le dilemme pour les autorités n'est pas des moindres. Prendre des mesures contraignantes et s'attirer la colère des populations ou alors alléger les dispositifs au risque d'être accusés d'inconscience. À la page sport, le championnat de football ne reprendra pas en République démocratique du Congo. La 25e édition du championnat congolais s'achève, écourtée par la pandémie de coronavirus. La Fédération congolaise de football répond ainsi, comme 9 autres pays, à des recommandations de la Confédération africaine de football. Nathalie Mo. Homologuant les conclusions de la Ligue nationale de football, la Fédération congolaise de football association FECOFA a mis un terme à la saison sportive 2019-2020 en République démocratique du Congo ce 12 mai. La compétition qui a été interrompue le 16 mars pour cause de pandémie de Covid-19 s'arrête donc alors que les phases retour démarraient à peine. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire qu'on va continuer de jouer le championnat pendant qu'il y a une crise qui arrive. Il faut prendre des mesures. Les joueurs seront testés. Je pense que le championnat congolais fera, à mon sens, selon les informations que j'ai, partie des championnats qui vont reprendre avant plusieurs championnats en Afrique, parce que de ce côté-là également, il faut dire qu'il y a une organisation qui est faite derrière au niveau de la fédération. Si l'arrêt définitif des activités fait l'unanimité en RDC, l'issue de la saison crée des tensions. La FECOFA a acté une fin de saison sans promu ni relégué, tandis que certains clubs, à l'instar du tout-puissant Mazembe, souhaitent qu'un palmarès soit annoncé. Il est hors de question que ce championnat soit déclaré blanc parce que nous n'avons disputé plus de 60% des matchs. L'essentiel est que le championnat se clôture normalement et qu'il y ait un classement. Et si classement il y a, tout le monde devra être d'accord pour voir le tout-puissant Mazembe en tête.
Comme la RDC, le Congo, Maurice, 7 autres pays africains ont mis un terme définitif à leur championnat de football. Par contre, la majorité des fédérations temporisent leur décision alors qu'une recommandation de la Confédération africaine de football a appelé à une décision rapide quant à la suite des compétitions de football sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.